Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Anthony Babkin, délégué général de Diversity Days. L'association œuvre pour l'égalité des chances et utilise le levier du numérique comme accélérateur d'embauche, notamment pour les personnes en situation de handicap. Dans le zoom de ce Smart Impact, c'est le thème de l'accès aux aides sociales que je vous propose. Écoutez bien, les foyers français passent en moyenne à côté de 110 € d'aide par mois, par manque d'information ou par découragement face à la complexité des démarches. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Partage ma borne. C'est une appli qui propose d'intégrer une communauté, comme son nom l'indique, de partage des bornes de recharge électrique. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Anthony Babkin. Bonjour. Bonjour Thomas, vous allez bien? Ça va bien et vous? Pas mal. Ouais, heureux de vous accueillir de nouveau sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur, le délégué général de Diversity Days, association créée en 2017 avec Mounira Hamdi. Vous vous définissez comme un entrepreneur social. Ouais. Quel sens ça a pour vous? C'est fondamental, c'est pas un petit mot à côté, c'est le mot qui structure la démarche. Déjà, j'ai créé une association et pas une entreprise. La démarche est différente. C'était pas dans le but de m'enrichir, c'était plutôt dans le but d'aider initialement, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et social parce que je pense qu'on est nombreux dans la génération, on va dire, 18-35 ans, à considérer que cette question sociale, elle est restée vachement en suspens. Soit on l'a donnée aux mains du politique, soit on l'a donnée aux mains des associations, mais il n'y avait pas de corps intermédiaire qui crée ces ponts. Donc, immodestement, j'ai envie de dire, avec l'association, notre but, c'est d'essayer de raccorder un peu, finalement, des initiatives terrain. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne, qui sont des acteurs de proximité. Et on essaye de les faire monter dans l'ascenseur en leur ouvrant des réseaux de dirigeants d'entreprise, des financeurs, des experts dans leur domaine. Ça peut aller de l'intelligence artificielle au financement d'un projet. Et donc voilà, notre but, c'est de créer des ponts, donc social, parce que le but, in fine, c'est évidemment de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, aider des gens à se reconvertir professionnellement, mais c'est surtout créer des ponts, quoi. Avec qui, pour qui qui profite des services, de cette belle idée de Diversity Days aujourd'hui? Initialement, avec Mounira, on est des purs produits de banlieue. On a grandi tous les deux dans l'Essonne et avec des familles, on va dire, petite classe moyenne ou classe populaire. Et je pense que l'idée initiale, c'était vraiment de se dire comment on peut aider des gens qui viennent d'en dehors du périph', globalement, à prendre leur place dans les métiers de la tech. C'était l'idée initiale de Diversity Days. Le numérique comme un levier... un ascenseur social. Un ascenseur social. Comment, grâce à la compétence numérique, on peut à un moment monter dans le navire et faire en sorte qu'avec des compétences clés, on devient CDIsable, on peut choper un job plutôt bien payé, plutôt rémunérateur, et sortir de sa condition initiale. Ça a fonctionné. 13 000 personnes ont été accompagnées via notre dispositif. Il y en a plus de 40% qui ont repris la route des études, rien que sur notre dispositif de reconversion pro. Mais en fait, ce sujet de diversité, on l'a étendu avec un grand S. J'aime bien parler des diversités aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les freins à l'entrée, ils peuvent être liés à l'âge, au niveau de diplôme, au lieu d'origine, bien sûr, à la condition sociale, parce que je suis dans un environnement socio-professionnel où on ne me parle pas de ces métiers. Typiquement, moi je vis en ce moment en ruralité, mon copain et moi on vit en ruralité, et je vois bien que les métiers du numérique, on n'en parle absolument jamais. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu... Oui, c'est pas que les banlieues, ça peut être rural, et ça peut être des personnes en situation de handicap aussi. Exactement, et aujourd'hui c'est plus de 15% de nos publics qui sont en situation de handicap, visible ou invisible, ça peut être un handicap auditif, moteur, aussi, je sais pas, quelqu'un qui a un TDAH, voilà. Et donc, c'est des gens à qui on va essayer d'apporter un maximum d'informations sur les métiers de la tech, du numérique, des perspectives professionnelles qu'ils peuvent avoir, et de tenter d'avoir un déclencheur positif. D'ailleurs, j'en parle, le programme s'appelle Déclic numérique, il recommence dans quelques semaines, donc c'est un programme gratuit. Donc 7 ans, c'est l'âge de raison. Un petit bilan. Est-ce que vous avez vu je voudrais peut-être qu'on peut focuser un peu sur le handicap. On vient de boucler de magnifiques Jeux paralympiques. Est-ce que vous avez vu sur ce thème-là les mentalités évoluer? En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure et en fait, la réalité pour des publics demandeurs d'emploi, mais en situation de handicap, je dis souvent le syndrome de l'imposteur, il tombe pas tout seul. C'est parce qu'on vous fait comprendre à un moment que vous n'avez pas votre place légitime ou que vous tapez à la porte de l'entreprise, qu'elle ne s'ouvre pas, etc., qu'on finit par douter de son projet professionnel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de programmes proactifs comme les nôtres qui ont ouvert le champ des possibles et surtout qui travaillent au changement des représentations. Et cette séquence qu'on vit en ce moment, elle est remarquable parce qu'on change les représentations.
représentation. On voit quelqu'un qui est né peut-être sans bras, ou enfin on voit bien ce nageur paralympique brésilien qui a fait une performance absolument remarquable. À la base, je pense que rien le prédestine à aller dans ce sport de haut niveau, et pourtant il a la médaille d'or. Et en fait, les gens sont ébahis, c'est-à-dire qu'on fait rêver à travers le handicap, et on ne voit plus le handicap finalement. Oui, et c'est une leçon qui vaut pour tous, de dépassement de soi, de ne pas se mettre des barrières, etc. Et je le vois, nous on a un parrain de l'association qui s'appelle Arnaud Assoumani, donc qui est né sans bras, et il lui manque un bras, et en fait il a une prothèse, il fait beaucoup de pédagogie là-dessus, et donc c'est l'occasion de remettre en valeur et en lumière des gens qui ont des parcours un peu hors normes. Voilà. Sauf que la réalité, c'est que ça, ce sont des athlètes paralympiques, ce sont des champions. Et puis, il y a le quotidien avec des gens qui n'ont parfois pas le pédigré de tous ces gens-là. Ouais. Et donc, à qui, en fait, il faut refaire de la proximité, remettre en confiance, montrer des dispositifs adaptés, travailler l'accessibilité. Et là, c'est plus laborieux. Et côté entreprise, est-ce que le regard aussi a changé ? Je suis très timoré sur les évolutions. Ce que vous disiez, pardon, je vais vous donner un chiffre, c'est 2018, vous évoquiez, alors ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, c'est un chiffre général, 80 000 emplois non pourvus dans le numérique, donc ça veut dire qu'il faut quand même, je ne sais pas si c'est toujours le même chiffre aujourd'hui, mais un peu changer d'état d'esprit quoi, dans les modes de recrutement, de mindset. On va parler comme les recruteurs tech, mais il y a un mindset qui doit véritablement changer. Moi, ça fait 4 ans que je travaille jour et nuit pour changer le mindset de la French Tech, et je parle vraiment dans son ensemble, c'est-à-dire toutes les startups françaises. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap en France, le niveau minimum normalement d'une entreprise de plus de 20 salariés, c'est 6%. Aujourd'hui, sur le marché du travail, on est à 3%. Aujourd'hui, dans le monde de la French Tech, on est à 1%. Donc ça veut dire que un salarié sur 100 est en situation de handicap dans le monde de la French Tech, ce qui est tout à fait insuffisant, et ça reviendrait à dire qu'il n'y a pas de gens compétents pour travailler dans la French Tech si on est en situation de handicap. Et ça, vous prouvez que c'est faux ? Je prouve quotidiennement que c'est faux, parce qu'on a 15% de nos bénéficiaires qui vont vers ces métiers-là et qui trouvent trop souvent porte close parce que les entreprises ne sont pas adaptées. Et pas seulement en termes d'accessibilité, j'ai envie de dire, pour une personne PMR ou quoi que ce soit, mais je parle véritablement accessibilité sur tout. Surtout sur l'espace de travail, sur le temps de travail, sur même la capacité à insérer ou inclure des personnes avec des singularités fortes. Donc le regard est peut-être un peu en train de changer. Il va falloir voir comment on transforme cet essai dans les mois qui viennent. Vous avez eu le bonheur de porter la flamme de ces Jeux paralympiques le 28 août dernier. Je crois que c'était pour représenter la ville où vous êtes né, c'est ça ? Alors oui, je suis un natif d'Évry-Courcouronnes, et bon, il y avait un symbole un peu sympa, c'était sur la place de la République, et au-delà, oui, moi déjà c'est un message très fort. On est très nombreux de la ville d'Évry à avoir du talent, mais je me range dans les petits talents parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense au chanteur Niska, je pense à This Is La Pêche, je pense aux gens qui ont fait la lucarne, c'est ce concept événementiel d'une lucarne mobile qui est devenue la fenêtre la plus connue d'Europe. Je pense à Paul Lay qui a fondé labelvie.com, je pense à Ahmad de Bouscapé qui a créé le premier média rap R&B d'Europe. Je pense à plein de gens formidables et qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas suffisamment. Et donc c'est une manière aussi de redire que dans nos quartiers, dans nos banlieues, il y a des gens extrêmement talentueux et qu'on ne voit pas suffisamment dans des médias de grande écoute. Donc c'est modestement, c'est de dire je porte cette flamme, mais dedans cette flamme, il y a énormément de gens auxquels je pense quand je fais ça, et de gens qui ont soutenu aussi l'association Diversité. Et vous avez croisé Jackie Chan ce jour-là ? Alors je lui ai donné des cours de Kung Fu. Je pense que vous avez mal regardé cette séquence. Bien sûr. Non, mais c'était incroyable. Le hasard a fait que je me suis retrouvé dans le même bus que lui, et tout le monde a fait son selfie, etc. Et puis après, plus rien. Et donc je suis allé un peu le chercher, on a dansé ensemble, il m'a donné des petites techniques et tout. Donc il y a une séquence un peu drôle qui a tourné sur mes réseaux, et c'était vraiment un moment un peu suspendu avec quelqu'un que tout le monde connaît et qui est un peu une star planétaire. Voilà, donc c'était fun. Ouais, bah oui, j'imagine que ça doit être quand même, c'est un beau souvenir classé assez haut dans votre armoire. Je reviens à l'essence de Diversité. Vous défendez cette idée, on l'a bien compris en vous écoutant depuis quelques minutes, selon laquelle le numérique peut devenir l'ascenseur social du 21e siècle. Pourquoi le numérique ? Pourquoi le numérique a ce potentiel ? En vrai, je trouve que c'est une compétence qui arrivait un peu vite. On parle de troisième révolution industrielle. Toutes les entreprises ont été prises de court. On a vu sur les 10, 15, 20 dernières années parler de transformation digitale, etc. Donc les entreprises ont été contraintes d'y aller. En revanche, sur la transition professionnelle, sur les reconversions professionnelles, on a été ambitieux. François Hollande avait créé la grande école du numérique, il y a eu des dispositifs aidés, il y a eu beaucoup de formations financées, mais au final, la deuxième partie de la population, qui est moins proche des grands centres urbains, etc., a été moins informée. Alors qu'on parle de 800 000 professionnels attendus sur ces métiers d'ici 2030, en France.
Donc ça veut dire que si on ne capitalise pas sur la reconversion professionnelle, si on ne forme pas les gens, si on ne les informe pas sur la force ou le potentiel de l'intelligence artificielle dans leur démarche professionnelle, sur la capacité à reprendre au moins une remise à niveau en termes de compétences sur des compétences essentielles, on met les gens en difficulté. Parce qu'il y a tout un tas de jobs qui vont disparaître, et c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire pas moi qui le souhaite. C'est-à-dire que il y a une étude de Google et de l'Institut... mince, j'ai oublié leur nom, mais je vais le retrouver. Une étude qui est sortie récemment sur les besoins en compétences et sur la transition. Et en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de métiers, c'est 6% des jobs qui vont disparaître. Donc, faute de candidats ou de candidates pour... Non, parce que c'est le sens de l'histoire, elles vont s'automatiser. Oui, donc on est dans une réinvention des métiers. Alors donc on parle de quel métier? Évidemment, c'est pas seulement devenir codeur, quoi. Oui. Alors dans un sens, que d'ailleurs le métier de codeur, bien sûr, va se transformer aussi avec l'IA. Bien sûr, le no-code, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on peut faire un site internet sans avoir des compétences de base. Alors, pas un site pas très élaboré, mais voilà. En revanche, non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un enjeu très très fort côté compétences, de se dire il y a des jobs qui disparaissent, métier de comptable, le métier par exemple d'hôte de caisse, le métier, il y a tout un tas même de métiers de l'industrie qui vont s'automatiser. En revanche, on va devoir interférer de plus en plus avec la machine, donc avoir des gens qui devront avoir plus de compétences techniques, et par ailleurs on va avoir besoin, la famille des métiers du numérique, c'est là aussi où il y a de la démystification à faire. On parle de 800 métiers dans cette grande famille. Donc vous pouvez être développeur, mais vous pouvez être UX designer, vous pouvez être community manager, vous pouvez être social media manager, vous pouvez être en charge de l'accessibilité d'un site. Donc c'est ces métiers-là qu'il faut faire connaître au plus grand nombre. Et c'est vrai que quand on ouvre un peu le champ des possibles, les gens se disent pourquoi pas moi? Il y a beaucoup il y a ce que Diversidays propose, mais beaucoup de lieux de formation finalement pour des gens qui n'ont pas forcément de bac, enfin qui se disent voilà, non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Quel conseil on peut donner? Déjà, c'est de démystifier. Sans le bac, il y a des écoles accessibles dans les métiers du numérique. Je pense à Saint-Plon, je pense évidemment à 42, je pense voilà. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on revient à l'envie d'aller vers ces métiers, c'est-à-dire où l'appétence. Et donc on voit ce qu'ils appellent la piscine chez 42, c'est le premier socle, c'est-à-dire si vous passez cette étape-là, ok, après c'est à vous de vous former et bienvenue dans la famille. Deuxième chose, c'est dans les métiers de la tech, on pense souvent aux métiers techniques, alors qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus de chef de projet web, d'accompagner, je sais pas moi, la transition d'un projet, etc. Et donc on parle pas de toutes ces familles de métiers qui sont beaucoup moins les mains dans le code ou les mains dans le cambouis, et beaucoup plus dans l'accompagnement d'une transition numérique. Allez, 30 secondes, vous avez un événement là qui arrive, vous nous en dites un mot. Il est dans 9 mois, il va s'appeler Unique au pluriel. Je ne vais pas révéler ni la date ni le lieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous manque notre grand rendez-vous de l'égalité des chances et de la lutte contre la discrimination en France. C'est un sujet, je fais toujours cet exercice dans les lieux dans lesquels j'interviens. Je dis souvent, mais est-ce que vous croyez à l'égalité des chances? J'ai aucune main levée. Et je dis, en revanche, je pose la question différemment, je dis, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions d'égalité des chances qui peuvent aider les gens? Et là, tout le monde lève la main. Donc, il y a un grand paradoxe chez les Français entre leur perception du sujet de l'égalité des chances et le fait qu'ils savent profondément qu'il y a des solutions utiles. Donc ce sera le grand rendez-vous des solutions de l'égalité des chances et de ceux qui les accélèrent. Donc rendez-vous premier semestre 2025 pour toutes les boîtes qui ont envie de s'engager sur ces sujets-là. Ça s'appellera Unique. Merci beaucoup Anthony Babkin et à bientôt sur Bismart. On passe au zoom de cette émission. Comment ne pas passer à côté des aides sociales? Le zoom de ce Smart Impact consacré à l'accès aux aides sociales. Bonjour Cyprien Boutargès, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes le cofondateur de Claro, qui est une plateforme en ligne créée en 2020. Votre cofondatrice s'appelle Gabrielle Sergent. Présentez-nous Claro. Quel service proposez-vous? Alors chez Claro, on est une start-up de 30 personnes et on s'est donné une mission, c'est de défendre et d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs qui ont des revenus modestes. C'est la moitié des travailleurs en France qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Et notre objectif, c'est de leur permettre d'accéder à toutes les aides de l'État auxquelles ils ont droit et ainsi de compléter leurs revenus. En France, en fait, il faut comprendre qu'il y a 30 à 40% des aides qui ne sont jamais réclamées. C'est ce qu'on appelle le non-recours au droit. Et ça représente 1 300 euros par an non réclamés par foyer. Mais alors, je crois que le gouvernement voulait rendre finalement une sorte d'automatisation de ce recours au droit. Ça s'est mis en place, ça a été oublié, promesse non tenue, on en est où de ça? Alors, on est dans un entre-deux. Il y a un projet, en effet, qui a commencé, une expérimentation. À mon sens, elle n'est absolument pas assez ambitieuse. C'est une très bonne chose que le gouvernement souhaite mettre en place ce qu'ils ont appelé les aides à la source.
un peu de la même manière que l'impôt à la source. On paye nos impôts et nos impôts sont prélevés à la source. En fait, nos aides pourraient nous être versées sans même qu'on ait de demande à faire. La problématique qu'il y a, c'est que c'est une expérimentation qui existe que sur 2 aides, le RSA et la prime d'activité. Nous, on a référencé aujourd'hui 2000 aides qui sont disponibles. Et c'est une expérimentation seulement sur quelques départements qui s'étale sur 5 ans. Donc, c'est-à-dire qui doit avoir ses fruits lors d'un autre quinquennat. Donc, ce sera malheureusement compliqué l'année jusqu'au bout. Travail au long cours, j'ai bien compris. Comment ça marche, Claro? Ce sont des particuliers qui s'inscrivent? Vous avez des entreprises? Comment ça fonctionne? On a un modèle assez unique parce que c'est une solution pour les particuliers, mais on ne travaille qu'avec des entreprises qui l'offrent à leurs salariés. D'accord. Vos clients sont les entreprises? Exactement. On a 200 entreprises clientes et on a 200 000 utilisateurs. Et ces 200 entreprises clientes, c'est elles qui payent, qui financent l'abonnement Claro, et c'est entièrement gratuit pour les particuliers. Ils ne payent rien, on ne prélève rien sur leurs aides. Une entreprise, elle souscrit forcément pour tous ses salariés, ou alors seulement pour les postes les moins bien payés, les Français les plus précaires auxquels vous vous adressez? Non, lorsqu'on se déploie, on se déploie pour tout le monde. Et en fait, il existe des aides et on parvient à améliorer le pouvoir d'achat de tous. Soit parce que, en fait, on va vous aider à compléter vos revenus, soit parce qu'il existe des aides qui vont financer des projets qui vont vous correspondre. Parce que vous avez des travaux de rénovation, vous allez acheter un vélo, vous avez des enfants qui vont faire des études, ou vous aidez un parent qui est en perte d'autonomie. Ça coûte cher à l'entreprise? Ça coûte une vingtaine d'euros par an et par salarié. D'accord. Et c'est effectivement, on voit bien l'outil de RH, d'attractivité de l'entreprise que ça peut représenter. Vous avez donné le chiffre global, mais on arrive à ce 110 euros. Chaque foyer passe en moyenne à côté de 110 euros d'aide par mois, par manque d'information, mais également par découragement devant les démarches administratives. Je voudrais qu'on se concentre là-dessus. À quel point on a un millefeuille administratif qui peut être... moi, ça m'a déjà rendu dingue sur certaines démarches, donc je peux imaginer ce que ça peut être quand on essaye de récupérer des aides. Oui, vous avez raison. En fait, on a une première problématique, c'est que les aides sont distribuées par différents organismes à différentes strates. Donc vous avez des organismes nationaux, comme la CAF qu'on connaît, qui peut verser des aides, mais vous avez aussi des régions qui versent des aides, des départements et des communes. Donc en fait, on a des milliers d'organismes différents qui versent des aides, et en tant que citoyen, si vous voulez savoir à quoi vous avez droit, vous devez aller sur des dizaines et des centaines de sites internet différents pour aller lire des milliers de pages d'informations pour trouver tout ce à quoi vous pouvez prétendre. C'est impossible. Et en plus de ça, on a la difficulté que lorsque vous connaissez une aide à laquelle vous avez droit, il faut remplir des formulaires interminables, il faut joindre des pièces qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas forcément, et c'est ça vraiment la barrière administrative. Comment vous sautez cet obstacle? La première chose qu'on fait, c'est qu'on a développé un simulateur qui intègre 2000 aides, et en renseignant vos informations, en vous demandant le moins d'informations possible, mais juste ce dont on a besoin, on va vous trouver tout ce à quoi vous avez droit parmi ces 2000 aides. Et ça, c'est un point clé. En fait, en une demi-heure, on fait ce diagnostic complet. Après, il y a une aide, parce que vous nous disiez, les formulaires sont compliqués à remplir, donc ça va jusque-là? Et ensuite, voilà, on a une équipe chez nous qui s'occupe d'accompagner nos utilisateurs dans leur démarche, et qui vont vous prendre la main, qui vont, selon votre niveau d'autonomie, faire les démarches avec vous, ou presque à votre place. Depuis que je fais ce métier, alors malheureusement, ça fait quelques décennies, bon, heureusement, ça donne un peu de bouteille, j'ai entendu tous les gouvernements nous promettre un choc de simplification. Bon, pourquoi ils n'y arrivent pas? Alors, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est ce que j'ai réalisé en travaillant, en échangeant avec le public, mais parce que je pense, dans ma conviction, que l'appareil de l'État n'est pas fait pour créer de la simplicité. Et créer un parcours utilisateur simple, ça demande d'avoir en fait une agilité extrême. C'est ce qu'il y a de plus compliqué de faire les choses simples. Et il faut être extrêmement agile, tester, changer énormément, itérer. Et ça, l'État n'est pas fait pour ça. Il est fait pour faire des choses universelles qui vont convenir à tous, mais il n'est pas fait pour créer des parcours simples. Il y a un très bon exemple qu'on a eu pendant le Covid. On s'est rendu compte que la solution qui était la plus efficace pour vacciner, pour organiser la vaccination de tous les Français, c'était Doctolib, qui, eux, avaient réussi à faire un parcours simple de prise de rendez-vous auprès des médecins. Et en fait, je crois au fait que demain, les acteurs privés, les entreprises, les associations peuvent travailler avec l'État pour simplifier les parcours citoyens. Est-ce que vous avez pu lister les aides les plus oubliées ou auxquelles on renonce le plus souvent? Oui, alors elles sont toutes relativement oubliées, mais parmi les plus connues, on peut noter par exemple le RSA ou la prime d'activité, paradoxalement. 2 millions de personnes passent à côté de leur RSA ou leur prime d'activité. On a les aides à la santé.
sont souvent celles qui sont les moins réclamées, donc les aides qui vous permettent de financer vos frais de santé ou une complémentaire santé comme la CSS, ce sont des aides qui sont très peu réclamées. Il y a une plateforme de l'État, je disais, il y a une volonté de simplification, évidemment, ça s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Exactement. Alors, elle est quoi? Elle est insuffisante? Elle est mal fagotée? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, elle a le mérite d'exister. Oui, on peut commencer par là, soit au positif pour démarrer. Exactement, elle a le mérite d'exister, et c'est un gros travail qu'ils ont fait. Seulement, en effet, ils se sont limités à quelques dizaines de dispositifs, et elle est incomplète, puisqu'une fois que vous avez trouvé ce à quoi vous avez droit, alors c'est déjà assez complexe, mais ensuite, on vous laisse tout seul dans vos démarches. Et à mon sens, il faut être beaucoup plus complet sur les aides, et ensuite accompagner dans les démarches. Et c'est là un peu, nous, la brique supplémentaire qu'on a apportée par rapport à ce qui existait. Je voudrais revenir à l'origine de Claro. Vous étiez bénévole à la Croix-Rouge, c'est ça? C'est ça. Alors racontez-nous, vous faisiez quoi, et peut-être en quoi ça vous a éclairé? Qu'est-ce que vous avez compris en matière d'aide sociale? Alors c'est vrai que l'idée de Claro m'est venue de là parce qu'on tenait des permanences sociales le jeudi soir où on avait des personnes qui venaient avec une pile de papiers administratifs et pour qu'on les mette à jour, qu'on refasse le point. Donc on faisait des renouvellements de cartes vitales et on allait demander leurs aides. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas réclamées, qui correspondent à toutes les situations et en fait, elles sont très, très, très compliquées à réclamer. C'est pour certaines aides pour les personnes en situation de handicap, ce sont des formulaires de 20 pages à remplir. Et en creusant ce sujet, j'ai réalisé, en fait, c'est un sujet qu'il faut adresser de manière beaucoup plus impactante et beaucoup plus forte. Et pour ça, je pense que le meilleur outil, c'est de créer des entreprises qui peuvent adresser avec un modèle économique puissant ces problématiques. Parce que les associations, parce qu'on peut aussi rendre hommage aux associations, Croix-Rouge y compris, qui font ce travail, vous le faisiez, Ouais. Elles finissent par être dépassées, ou alors il faut vraiment une démarche entrepreneuriale pour que ce soit efficace? Non, je pense que les deux sont complémentaires. Oui. Les associations sont extrêmement fortes pour faire de l'accompagnement individuel et de l'humain. Mais elles ne sont pas les meilleures pour faire du digital et pour innover, pour trouver une innovation disruptive avec le digital. Et je pense que sur ce sujet des aides, les volumes et les masses font que ça demande des algorithmes hyper puissants. Et pour ça, en fait, je pense que oui, ce sont les entreprises les meilleurs outils. Un dernier mot, il nous reste une grosse minute. Je reviens au point de départ, c'est-à-dire à vos clients. Ce sont des grosses entreprises, toute taille d'entreprise. Quelle typologie de clients vous avez? Alors, on travaille de plus en plus avec des grosses entreprises. Par exemple, on a déployé avec Noroto ou avec Decathlon. On travaille avec des entreprises généralement de 100 salariés à plus, mais on va jusqu'à des entreprises jusqu'à 15-20 000 salariés. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Claro, Cyprien Boutargès, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Start-up, les start-up éco-responsables, c'est dans Smart Ideas. Smart Ideas avec Nicolas Deramcourt, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Partage ma borne, créé en 2021. Racontez-nous l'origine, quelle était l'idée de départ? À l'origine, derrière le Covid, une envie de se réaliser et d'avoir donné un sens à sa carrière. Le véhicule électrique, on en parlait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas accompagner la mobilité électrique. Et très rapidement, je me suis renseigné sur la mobilité électrique, sur les bornes de recharge, parce que derrière un véhicule électrique, finit plein en station-service. On va se recharger sur une borne de recharge. Et très rapidement, difficulté à l'accès, nombre de bornes, l'accessibilité, tout le monde ne va pas pouvoir avoir une borne de recharge, la vitesse de la recharge. Et voilà, la compréhension, c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau sens, c'est une nouvelle mobilité. Et c'est derrière cette idée-là que j'ai souhaité créer. C'est un domaine que vous connaissiez ou alors vous l'avez appris de zéro en quelque sorte? Je l'ai complètement appris de zéro. J'étais assureur avant et voilà, j'ai vraiment appris de zéro avec un associé. On a souhaité se lancer dans ce domaine-là. Donc en fait, j'ai une particularité puisque j'ai deux structures. Une structure qui s'appelle Ma Borne Auto où on installe des bornes. Et c'est avec cette structure-là que j'ai créé et développé Partage ma borne. Parce qu'on s'est vite rendu compte que les utilisateurs se retrouvaient en peine à pouvoir acheter un véhicule électrique. Alors comment ça marche? Expliquez-moi, Partage ma borne. Allez, j'ai mon véhicule électrique, je galère à trouver, à le recharger, comment je fais? Alors,
Aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Sur les itinérances, sur les autoroutes, on a des bornes de charge, ça va vite, etc. Le gouvernement a vraiment mis beaucoup de moyens avec les plus de 100 000 bornes que nous avons. En revanche, au quotidien, si je suis en appartement, à domicile, en fait, je vais avoir besoin de me recharger à domicile ou en entreprise. Si j'ai pas de borne, si j'ai pas de parking, je fais comment? Donc l'idée, elle est simple, c'est je vais partager ma borne de recharge, ou en tout cas, j'ai mon voisin qui va partager sa borne sous un système de réservation. Je vais pouvoir réserver ma borne, mon emplacement, la durée. Je sais directement combien je vais payer. Et là, j'ai un service de qualité et de proximité. Et là, on est vraiment sur un système communautaire. Le propriétaire d'une borne, lui, il va partager, monétiser, rentabiliser sa solution de recharge. Et puis, il va aider et accompagner la mobilité électrique pour l'utilisateur que je suis, pouvoir me recharger facilement. Et votre modèle économique à vous, c'est quoi? C'est une commission sur la recharge? Alors, c'est une commission sur la recharge et c'est aussi un petit boîtier connecté que j'ai développé qui va permettre aussi d'upgrader les anciennes bornes de recharge. Parce que l'une des particularités de ma solution, c'est qu'on n'a pas besoin d'être présent au moment où l'utilisateur vient se recharger. Donc la borne, elle est connectée. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc j'arrive, je me gare, je me stationne, je lance ma recharge. Et à la fin de la réservation, c'est directement le boîtier connecté qui va stopper la recharge. Ce boîtier là que vous nous avez montré, vous pouvez le remontrer. Ça semble tout simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est sa valeur ajoutée? Et où est-ce que je le branche? Alors, je vais le brancher, encore une fois, sur une prise qu'on appelle renforcée, une prise de recharge pour les véhicules électriques. En amont de cette prise, ou sur les bornes d'ancienne génération qui n'étaient pas communicantes. Ce qui va permettre, il y a un peu d'intelligence parce qu'il est autonome, il est en 3G, 4G. Il va permettre de compter l'électricité pour vérifier, pour s'assurer que la recharge a bien été réalisée, que ça s'est bien passé. C'est vraiment une sécurité. Les anciennes bornes un peu intelligentes, quoi. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Ouais. C'est complètement ça. Et à contrario, on va également vendre des bornes déjà intelligentes et intégrer notre solution pour avoir un système communautaire et universel. Est-ce que vous avez des partenariats avec des collectivités, des entreprises, par exemple? Alors oui, on est en cours de partenariat, notamment la collectivité de Béthune, dans les Hauts-de-France. Là, on est vraiment bien accompagné avec des tests qui sont en cours de développement, parce que c'est aussi un moyen d'utiliser les bornes des collectivités qui sont utilisées que la journée, de 8h à 18h. Et là, tout d'un coup, la borne qui a été investie sur des fonds de l'argent public, et on va pouvoir les partager avec le voisinage le soir et le week-end sans gêner l'utilisation professionnelle de ces bornes. Et ça, on va le faire pareil sur les professionnels. Oui. Et sur les entreprises aussi. Et sur les entreprises aussi, tout à fait, complètement. Vous êtes déployé dans quelle région aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se déploie dans les Hauts-de-France et on a également à Nice, on a un partenariat avec l'Askema avec qui on travaille bien et sur Bordeaux, on a quelques bornes également de recharge. Si on se projette, aller dans 5 ans, vous voyez où? J'ai eu le bonheur de pouvoir faire le CES de Las Vegas et du coup on a vraiment des visions à l'international. Et voilà, on vous le souhaite. Merci beaucoup Nicolas de Ramcourt et bon vent à Partage ma borne. Merci à bientôt beaucoup sur Bismart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On est très heureux de repartir pour une nouvelle saison sur notre nouvelle chaîne Bismart for Change. Salut.